Avec des contractions et des douleurs, elle fut jetée dans la rue par son beau-père seul sur le trottoir. Sous la pluie battante, elle donna naissance à son enfant. Mais le propriétaire de l'immeuble vit tout depuis sa fenêtre et descendit. Avec une couverture et une proposition inattendue. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire selon vous? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en devenant auditeur premium, vous aurez accès à des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus fidèles connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives, à un prix abordable. Le ciel de Marseille pesait comme du plomb cet après-midi de mars. Dans les rues escarpées du Panier, les touristes déambulaient, inconscients du drame qui se jouait dans une petite maison aux carreaux écaillés dans la partie haute de la ville. Sophie Mercier, à peine 23 ans, ressentit la première contraction tandis que sa mère, Madame Jeanne, la regardait avec des yeux mêlant déception et fureur. « Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires et quitter ma maison », décréta Madame Jeanne, croisant les bras sur sa poitrine. « Je n'hébergerai pas une fille qui me fait honte devant tout le voisinage. Tu as déshonoré notre nom, déshonoré la mémoire de ton père. » Sophie sentit une autre contraction, plus forte que la première. Ses yeux s'embuèrent, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi du choc émotionnel qu'elle venait de recevoir. Durant toute sa grossesse, elle avait supporté les commentaires acides de sa mère, les plaintes constantes, la honte qu'elle disait ressentir. Mais jamais elle n'aurait imaginé être mise à la porte justement au moment où son enfant était sur le point de naître. « Maman, je t'en prie » implora Sophie, tenant son ventre proéminent. « Le bébé arrive. Ne fais pas ça maintenant. Tu aurais dû y penser avant de t'impliquer avec cet homme marié, » rétorqua Madame Jeanne, tournant le dos à sa fille. « Maintenant, il est trop tard. J'ai ma réputation dans la communauté. Je suis catéchiste à l'église. Comment vais-je expliquer? Une fille célibataire avec un enfant d'un homme déjà engagé? » La vérité était que Pierre Duval, le père de l'enfant, n'était pas marié comme Madame Jeanne insistait à affirmer pour justifier son indignation. C'était un jeune guide touristique qui avait promis de construire une vie aux côtés de Sophie, mais qui avait disparu à l'annonce de la grossesse, ne laissant derrière lui que des messages sans réponse et un profil bloqué sur les réseaux sociaux. Sophie sentit une 3e contraction, encore plus intense. Elle s'appuya contre le mur, respirant difficilement. « Je dois aller à l'hôpital », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa mère, qui était déjà entrée dans sa chambre et avait fermé la porte. Les jambes tremblantes, Sophie réussit à prendre son sac déjà préparé pour le moment de l'accouchement et une petite valise avec quelques effets personnels. Parmi eux se trouvait le seul objet qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Un vieux journal intime à couverture de cuir qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir, respectant la demande de la vieille dame qui le lui avait confié sur son lit de mort. En sortant dans la rue, le ciel finit par déverser une tempête méditerranéenne typique de Marseille. En quelques minutes, Sophie était trempée, titubant sur les pavés des ruelles du centre historique, essayant d'atteindre l'arrêt de bus le plus proche, tandis que les contractions s'intensifiaient. Ce fut à ce moment de désespoir absolu que le destin joua en sa faveur. Une voiture noire aux vitres teintées remonta lentement la ruelle. Le conducteur ralentit en voyant la jeune femme enceinte tomber à genoux sur le trottoir, protégeant son ventre de ses mains, tandis que la pluie battait son corps. Le véhicule s'arrêta. La portière arrière s'ouvrit et en descendit un homme grand, d'environ 40 ans, vêtu d'un costume impeccable, qui commença rapidement à s'imbiber d'eau. Ses yeux, d'un brun profond, se fixèrent sur Sophie avec une expression mêlant surprise et inquiétude. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-il, s'approchant avec prudence, comme s'il craignait de l'effrayer. Sophie leva son visage marqué par la pluie et les larmes. « Mon bébé, il arrive », parvint-elle à dire entre 2 contractions. L'homme n'hésita pas. D'un geste, ferme et délicat à la fois, il aida Sophie à se relever. « Je vais vous emmener immédiatement à l'hôpital », affirma-t-il, la guidant vers la voiture. « Mais vous ne me connaissez même pas », balbutia Sophie, confuse face à cette aide inattendue. « Je m'appelle François Leroy »,
se présenta-t-il, l'aidant à monter dans le véhicule. Et à ce moment, précis, se connaître ou ne pas se connaître est le moindre de nos problèmes. Votre enfant n'attendra pas les formalités. Sophie n'eut d'autre choix que de faire confiance à cet étranger. À l'intérieur de la luxueuse voiture, elle remarqua des détails révélant la condition financière privilégiée de son bienfaiteur. Le cuir italien des sièges, le chauffeur en uniforme, le discret symbole d'une entreprise célèbre dans le secteur pharmaceutique. « Hôpital de la Timone, Marcel », ordonna François au chauffeur, « par la voie express le plus vite possible. » Durant le trajet, Sophie sentit les contractions s'intensifier. François, étonnamment, lui tint la main, l'orientant pour respirer de façon rythmée. « J'ai déjà assisté à quelques accouchements », commenta-t-il, essayant de la distraire de la douleur. « Tout ira bien. »« Vous êtes médecin ?» demanda Sophie entre deux halètements de douleur. Un sourire énigmatique passa sur les lèvres de François. « Je l'ai été dans une autre vie, » répondit-il vaguement. « Maintenant, je suis simplement quelqu'un qui peut vous aider. » À leur arrivée à l'hôpital, François prit le contrôle de la situation avec une autorité qui surprit Sophie. Quelques minutes, elle était prise en charge par l'équipe médicale, tandis qu'il remplissait des formulaires et s'assurait qu'elle recevrait le meilleur traitement. « Ne vous inquiétez pas pour les coûts, » dit-il en percevant le regard préoccupé de Sophie quand on mentionna la chambre particulière. « Considérez-vous comme mon invité. » Quelques heures plus tard, épuisée mais heureuse, Sophie tenait dans ses bras son nouveau-né. Un garçon en bonne santé qui, malgré tout, était venu au monde entouré de soins médicaux de première classe. Quand François entra dans la chambre pour rencontrer le bébé, Sophie remarqua quelque chose dans son regard qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Un mélange de mélancolie et de fascination, comme si cette petite vie représentait quelque chose de profondément significatif. Pour lui, « Comment allez-vous l'appeler » demanda François, gardant une distance respectueuse, mais les yeux fixés sur le nouveau-né. « Mathis » répondit Sophie, sentant une étrange connexion avec cet homme mystérieux qui était apparu de nulle part pour la sauver. Cela signifie « don de Dieu », et c'est ce qu'il a été pour moi, même au milieu de tant de souffrances. François hocha la tête, comme s'il approuvait ce choix. Puis il prit une décision qui changerait à jamais le cours de ses vies que le destin avait placé sur son chemin. « Sophie, je sais que nous ne nous connaissons pas, mais j'ai remarqué que vous n'avez nulle part où aller, » dit-il d'une voix calme. « J'ai une maison d'hôte dans ma propriété à Cassis. C'est un endroit tranquille, éloigné de la ville. Vous et Mathis pouvez y rester jusqu'à ce que vous vous établissiez. » Sophie hésita. Accepter l'offre d'un inconnu semblait fou, mais, en regardant son fils nouveau-né et en pensant à la porte fermée de son ancienne maison, elle réalisa qu'elle n'avait pas beaucoup d'options. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre les motivations de cet homme énigmatique. François détourna le regard vers la fenêtre, observant la pluie qui continuait à tomber sur Marseille. « Disons que j'essaie de régler mes comptes avec mon passé, » répondit-il énigmatiquement. De plus, personne ne devrait être seul dans un moment comme celui-ci. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que cette rencontre apparemment fortuite changerait non seulement sa vie, mais révélerait aussi des secrets familiaux enterrés depuis des décennies, connectant son destin à celui de François de manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Tandis que le bébé dormait dans ses bras, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, avec pour toile de fond le littoral méditerranéen et pour protagonistes deux âmes blessées que le destin avait décidé d'unir. 3 jours s'écoulèrent depuis la naissance de Mathis. Sophie, encore en convalescence après l'accouchement, observait la mère de Cassis par la fenêtre de la maison d'hôte sur la propriété de François. L'endroit était un petit paradis, une construction élégante de 2 étages, décorée de meubles en bois clair et d'art local, entourée d'un jardin luxuriant de plantes méditerranéennes avec un accès direct à la plage privée. Ce matin, ensoleillée tout en allaitant son fils, Sophie essayait encore de comprendre le revirement que sa vie avait pris. De sans-abri et désespérée à inviter dans une villa au bord de la mer, tout semblait trop irréel pour être vrai. François leur rendait visite quotidiennement, toujours avec discrétion et respect. Il amenait des spécialistes pour vérifier la santé du bébé et assurer la bonne récupération de Sophie. Sa présence était réconfortante, bien qu'il restât entouré de mystères. Il parlait rarement de lui-même, détournant la conversation chaque fois que Sophie tentait de mieux le connaître. Cet après-midi-là, pendant
Que Mathis dormait dans un berceau improvisé, Sophie décida d'organiser ses maigres possessions. C'est alors qu'elle retrouva le journal de sa grand-mère, Madame Claire. Elle s'assit sur la terrasse avec la brise marine caressant son visage et finalement trouva le courage d'ouvrir ses pages jaunies par le temps. « Ma chère petite fille », commençait la première page avec la calligraphie élégante et ferme de Madame Claire. « Si tu lis ces mots, c'est que le moment est venu de connaître la vérité sur notre famille. Il y a des secrets que nous portons depuis des générations, des douleurs tues qui façonnent qui nous sommes sans que nous le sachions. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Elle continua à lire, chaque page révélant des histoires qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sa grand-mère racontait comment elle avait travaillé comme infirmière dans une clinique privée dans les années 1970 à Marseille. Là, elle avait rencontré un médecin brillant avec qui elle avait entretenu une relation secrète. Le médecin était marié, appartenant à l'une des familles les plus influentes de Provence. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, » écrivait Madame Claire, « il m'a offert de l'argent pour que je disparaisse. J'ai refusé. J'ai décidé d'élever ma fille seule, sans jamais révéler la vérité. Cette fille est ta mère, Jeanne. Le nom de famille Mercier que nous portons n'est pas le nôtre de droit. Ton véritable grand-père est Auguste Leroy, fondateur du groupe hospitalier Leroy. » Sophie laissa tomber le journal par terre. Leroy, le même nom de famille que François. Serait-il possible que... Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de connecter les points. Si Auguste Leroy était son grand-père, cela signifiait que François pourrait être son oncle, murmura-t-elle pour elle-même, abasourdie par la révélation. Le bruit de pas interrompit ses pensées. François apparut sur la terrasse, apportant un petit panier de fruits frais. En voyant l'état de Sophie et le journal sur le sol, son expression changea. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant avec précaution. Sophie se leva, tremblante, serrant le journal contre sa poitrine. « Auguste Leroy, dit-elle d'une voix étranglée. C'était votre père ?» François resta immobile, comme s'il avait été frappé par la foudre. Son visage pâle confirma ce que Sophie venait de découvrir. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. « Ma grand-mère » Sophie tendit le journal à François. « Elle a travaillé dans la clinique de votre père. Dans les années 70, ils ont eu une liaison. Ma mère et sa fille. » François accepta le journal d'une main tremblante, le feuilletant rapidement. Ses yeux, auparavant énigmatiques, révélaient maintenant une tempête d'émotions. « J'ai toujours su que mon père avait d'autres enfants, » confessa-t-il finalement, s'asseyant sur la chaise en osier à côté de Sophie. Il était connu pour ses aventures extra-conjugales. Ma mère en a beaucoup souffert. C'était l'une des raisons qui m'a poussé à abandonner la médecine et la tradition familiale. « C'est pour ça que vous m'avez aidé dans la rue ?» demanda Sophie, se sentant soudain vulnérable. « Vous saviez déjà qui j'étais ?» François secoua la tête. « Non, c'était une pure coïncidence. Ou peut-être le destin, réfléchit-il, regardant l'horizon où le ciel rencontrait la mer. Je revenais d'une réunion à l'hôpital qui appartient encore à la famille, bien que je m'implique rarement dans l'administration. Quand je vous ai vu sous la pluie, quelque chose m'a poussé à m'arrêter. Ce n'est que maintenant que je comprends pourquoi. » Un silence pesant s'installa entre eux. Les pleurs de Mathis brisèrent ce moment. Sophie se leva automatiquement pour s'occuper de son fils, mais son esprit était ailleurs, essayant d'assimiler la révélation qui venait de transformer sa compréhension d'elle-même et de sa famille. En revenant avec le bébé dans les bras, elle trouva François toujours assis, le regard perdu dans l'océan. Il y avait une mélancolie profonde dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « François » appela-t-elle doucement. « Il y a autre chose dans votre passé, n'est-ce pas? Quelque chose au-delà de cette histoire familiale. » Il se tourna lentement, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. « J'étais un médecin prometteur autrefois, » commença-t-il, la voix chargée d'émotions contenues. « Chirurgien cardiaque pédiatrique, c'était ma passion, sauver les petits cœurs, jusqu'à ce que... » François s'interrompit, luttant visiblement contre des souvenirs douloureux. Sophie attendit patiemment, berçant Mathis dans ses bras. « J'ai perdu une patiente sur la table d'opération, » continua-t-il finalement. « Une petite fille de 5 ans. J'ai tout fait correctement, suivant tous les protocoles, mais son cœur s'est simplement arrêté. C'était dévastateur. J'ai abandonné la médecine le lendemain. Je ne pouvais plus entrer dans une salle d'opération sans revivre ce moment.
Sophie s'approcha, s'asseyant à côté de lui. « C'est pour ça que vous vivez isolé, vous punissant pour quelque chose qui était hors de votre contrôle ?» François regarda Mathis, dormant paisiblement dans les bras de sa mère. « Peut-être, » admit-il. « Mais vous trouvez et découvrir ce lien familial, on dirait que la vie me donne une seconde chance. » À ce moment, le téléphone portable de François sonna. Il répondit rapidement, son visage se transformant, son inquiétude à mesure qu'il écoutait. « J'arrive tout de suite, » dit-il avant de raccrocher. Il se tourna vers Sophie avec urgence. « Je dois aller à l'hôpital. Une urgence avec un enfant qui a besoin d'une chirurgie cardiaque. Il n'y a pas d'autres spécialistes disponibles. »« Vous ne pratiquez plus depuis des années, » observa Sophie. « Surprise! Certaines connaissances ne se perdent jamais, » répondit François, se levant. « Et peut-être est-il temps d'affronter mes démons. » Avant de partir, François hésita à la porte. « Sophie, indépendamment de ce que ce journal a révélé, je veux que vous sachiez que vous et Mathis pouvez compter sur moi. Nous sommes une famille, après tout. » Quand François sortit, Sophie resta sur la terrasse contemplant la mer et les révélations de cette journée. Son fils dormait dans ses bras, inconscient des toiles complexes du destin qui unissait sa petite famille à François Leroy. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son de pas dans la maison. François était revenu avec de profondes cernes, mais un éclat renouvelé dans le regard. « J'ai réussi », dit-il simplement, un sourire fatigué, mais authentique, illuminant son visage. L'opération a été un succès. Sophie sourit, sentant une vague inexplicable de fierté. « Bienvenue de retour à la médecine, docteur Leroy. » François rit, un son que Sophie n'avait pas encore entendu. C'était comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Je crois que je dois vous remercier, vous et Mathis, pour cela, » admit-il. « Vous rencontrer m'a fait réaliser que je me cachais simplement de moi-même. » Alors que le soleil se levait à l'horizon, baignant la maison d'une lumière dorée, Sophie réalisa que cet étrange revirement du destin ne lui avait pas seulement donné un toit et une sécurité, mais avait aussi rendu à François quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'était que les révélations du journal de Madame Claire n'étaient que le début d'une intrigue bien plus complexe, impliquant les familles Mercier et Leroy, dont les secrets, enterrés depuis des décennies, commençaient maintenant à émerger. À la surface, la nouvelle du retour de François Leroy à la médecine se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital de la Timone. Après 5 ans d'auto-exil, le brillant chirurgien cardiaque pédiatrique revenait en grande pompe, sauvant la vie d'un enfant dans une opération considérée comme impossible par d'autres spécialistes. Pour la communauté médicale de Marseille, c'était presque un miracle. Pour François, c'était le début d'un processus de guérison personnelle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations du journal. Sophie s'adaptait à sa nouvelle réalité dans la maison d'hôte, assimilant encore l'idée que François était son oncle. Le lien de sang, cependant, n'était qu'un détail face à la connexion qui commençait à se former entre eux. Ce matin, ensoleillé, Sophie se préparait pour sa première visite à l'hôpital depuis la naissance de Mathis. François avait insisté pour qu'elle amène le bébé pour un bilan complet. « C'est juste une routine », avait-il expliqué la veille, pendant le dîner qu'il partageait désormais régulièrement sur la terrasse. Mathis semble parfaitement en bonne santé, mais il n'est jamais inutile de vérifier. Le ton désinvolte ne convainquit pas Sophie, qui remarqua une ombre d'inquiétude dans les yeux du médecin. « Il y a quelque chose de spécifique qui vous préoccupe, n'est-ce pas ?» François hésita, posant ses couverts sur son assiette. « J'ai remarqué un léger souffle cardiaque quand je l'ai examiné hier. Ce n'est probablement rien de grave, mais je préfère investiguer à fond. » Sophie sentit une angoisse dans sa poitrine, mais acquiesça. Elle faisait entièrement confiance aux compétences médicales de François, surtout après avoir été témoin de sa transformation ces dernières semaines. C'était comme si, en revenant à la médecine, il avait retrouvé une partie essentielle de lui-même. À l'hôpital, Sophie observa fascinée comment tout le monde traitait François avec un mélange de respect et d'admiration. Le millionnaire autrefois reclus s'était transformé en un médecin attentionné, qui s'arrêtait pour discuter avec des patients dans les couloirs et débattre de cas avec des collègues plus jeunes. « Docteur Leroy », une jeune médecin s'approcha, les yeux brillants d'enthousiasme. « Vous vous souvenez de moi? Marie Dupont. J'étais votre élève lors de ma première année de résidence. »
François sourit, véritablement heureux de ces retrouvailles. « Bien sûr, docteur Dupont, comment pourrais-je oublier? Vous aviez les mains les plus stables de la promotion. » Alors qu'il se dirigeait vers le département de cardiologie pédiatrique, Sophie réalisa que l'histoire de François était plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Ce n'était pas seulement un médecin talentueux qui avait abandonné la profession après un traumatisme. C'était un mentor qui avait influencé une génération de spécialistes. Les examens de Matisse furent minutieux. François, prenant personnellement en charge le cas, conduisit une série de tests qui durèrent presque toute la journée. Échocardiogramme, électrocardiogramme, radiographie. Rien n'échappa au regard attentif de l'oncle récemment découvert. En fin d'après-midi, tandis que Sophie allaitait Matisse dans une salle privée, François entra avec une expression sérieuse qui fit accélérer son cœur. « Alors » demanda-t-elle, essayant de contrôler la nervosité dans sa voix. François s'assit à côté d'elle, choisissant soigneusement ses mots. Matisse a une condition appelée tétralogie de Fallot. C'est une malformation cardiaque congénitale qui implique 4 défauts différents dans le cœur. Sophie sentit le monde tourner. Son petit garçon, apparemment si parfait, portait un cœur défectueux. « C'est grave. Ça peut l'être si ce n'est pas traité, » répondit François avec honnêteté, mais aussi avec calme. « Mais nous l'avons détecté précocement, ce qui est excellent. Et il a quelque chose en sa faveur que beaucoup d'enfants avec cette condition n'ont pas. »« Quoi ?» demanda Sophie, des larmes silencieuses coulant sur son visage. François prit ses mains entre les siennes. « Moi, je suis spécialiste dans la correction exactement de ce type de problème. J'ai déjà réalisé cette chirurgie des dizaines de fois, avec un taux de succès de plus de 90%. Un mélange de peur et de gratitude envahit Sophie. D'un côté, la perspective que son fils affronte une chirurgie cardiaque était terrifiante. De l'autre, le destin avait mis sur son chemin justement le médecin qui pourrait le sauver. « Quand faudrait-il faire l'opération ?» demanda-t-elle, essayant de traiter toutes les informations. « Idéalement entre 3 et 6 mois, expliqua François. D'ici là, nous allons le surveiller de près et utiliser des médicaments pour garantir qu'il reste stable. » Ce soir-là, de retour à la maison de Cassis, Sophie s'autorisa finalement à craquer. Seule dans sa chambre, après avoir couché, Matisse, elle pleura toutes les larmes qu'elle avait contenues durant la journée. C'est ainsi que François la trouva, quand il vint apporter le dîner qu'elle avait refusé plus tôt. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement, après avoir frappé à la porte entr'ouverte. Sophie acquiesça, essuyant rapidement son visage. François posa le plateau sur la commode et s'assit au bord du lit. « Je sais exactement ce que vous ressentez, » dit-il, surprenant Sophie. « Impuissante, coupable peut-être, vous demandant si vous avez fait quelque chose pendant la grossesse qui a causé cela, effrayée pour l'avenir. »« Comment pouvez-vous savoir ?» demanda-t-elle, la voix rauque d'avoir tant pleuré. François respira profondément avant de révéler « Parce que mon fils est aussi né avec une tétralogie de Fallot. » Cette confession prit Sophie complètement au dépourvu. À aucun moment François n'avait mentionné avoir un fils. « Vous avez un fils ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Les yeux de François s'embuèrent, quelque chose que Sophie n'avait jamais vu se produire. « J'en avais un, corrigea-t-il, la voix étranglée. « Lucas, il est né avec la même condition que Matisse. À l'époque, je n'étais qu'un résident. Un autre chirurgien a réalisé l'opération, mais il y a eu des complications. Lucas n'a pas survécu. » Sophie couvrit sa bouche de ses mains, comprenant finalement l'ampleur du traumatisme qui avait façonné la vie de François. « C'est pour ça que vous vous êtes spécialisé en chirurgie cardiaque pédiatrique, » conclut-elle. François acquiesça. « Je me suis promis qu'aucun autre enfant sous mes soins ne passerait par ce que Lucas a vécu. Pendant 15 ans, j'ai tenu cette promesse, jusqu'au jour où j'ai perdu cette petite fille sur la table d'opération. C'était comme revivre tout à nouveau. »« Et Christine ?» demanda Sophie, se référant à l'épouse de François, qu'elle avait brièvement rencontrée quelques jours auparavant, une femme élégante et discrète qui apparaissait rarement dans la propriété. « Notre relation ne s'est jamais remise, après la perte de Lucas, » confessa François. « Nous sommes restés mariés, mais nous vivons des vies séparées. Elle n'a jamais surmonté le deuil. Je me suis plongé dans le travail pour gérer le mien. Quand j'ai abandonné la médecine, nous nous sommes encore plus éloignés.
Sophie ressentit une vague d'empathie pour cet homme, qui portait tant de douleurs silencieuses. Impulsivement, elle tendit la main et toucha son visage. « Vous allez sauver Mathis », affirma-t-elle avec conviction. « Je sais que vous le ferez. » François tint sa main contre son visage, fermant les yeux momentanément. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, promit-il. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Je ne vous aide pas, vous et Mathis, par obligation familiale ou culpabilité. Je le fais parce que, d'une certaine façon, vous avez ramené dans ma vie quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Cassis, Sophie et François partagèrent non seulement leur douleur, mais aussi un nouvel espoir. Deux cœurs blessés qui, d'une certaine façon, commençaient à se guérir l'un l'autre. Le lendemain, alors que François était à l'hôpital, Sophie reçut une visite inattendue. Émilie Martin, sa meilleure amie des temps universitaires, apparut à la maison après des semaines à essayer de la localiser. « Mon Dieu, Sophie, tu as simplement disparu !» s'exclama Émilie, l'embrassant fortement. « Je suis allée chez ta mère, mais elle a seulement dit que tu étais partie. J'ai mis des jours à découvrir que tu étais ici, et je n'y suis parvenue que parce qu'une infirmière de la Timone, qui est la cousine d'une de mes connaissances, a parlé du cas de la nièce du docteur Leroy qui a eu un bébé récemment. » Sophie sourit, véritablement heureuse de voir un visage ami. Elle présenta Mathis à sa tante Émilie et peu à peu raconta tout ce qui s'était passé, l'expulsion de chez elle, la rencontre avec François, la découverte de leur parenté, la condition cardiaque de Mathis. « On dirait le scénario d'un feuilleton », commenta Émilie impressionnée. « Et comment c'est de vivre avec lui, avec l'oncle millionnaire dont tu n'as jamais su l'existence ?» Sophie réfléchit un moment. Au début, c'était étrange. Il semblait si distant, si énigmatique, mais maintenant, c'est comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Il y a une connexion qui va au-delà du sang, tu vois? Émilie haussa les sourcils, un sourire malicieux se formant sur ses lèvres. À l'éclat dans tes yeux, je dirais que cette connexion devient bien intéressante. « Ne sois pas ridicule », protesta Sophie, sentant son visage rougir. « Ça est mon oncle. Oncle du côté paternel que tu n'as jamais connu comme membre de ta famille, considéra Émilie. Techniquement, vous êtes des étrangers avec un lien de sang distant. » Sophie secoua la tête, refusant de suivre cette ligne de pensée. Cependant, elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont elle et François se rapprochaient, une intimité croissante, née de la douleur partagée et de l'espoir renouvelé. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que, pendant qu'elle et Émilie discutaient, François affrontait ses propres dilemmes à l'hôpital. Son épouse, Christine, était apparue dans son cabinet pour la première fois depuis des années, avec des nouvelles qui pourraient tout changer à nouveau. Christine Leroy traversa l'élégant hall de l'hôpital de la Timone avec la posture impeccable qui la caractérisait. À 42 ans, elle conservait la beauté aristocratique qui avait capturé le cœur de François 2 décennies auparavant. Son visage, cependant, révélait la marque des années vécues dans un deuil silencieux, des rides d'expression prématurées autour des yeux et un regard perpétuellement distant. « Je dois parler à mon mari », annonça-t-elle à la réceptionniste, avec l'autorité de quelqu'un qui n'est pas habitué à entendre des refus. Dans son cabinet, François révisait les derniers. Examen de Mathis quand la porte s'ouvrit sans avertissement préalable. En voyant Christine, son expression changea instantanément. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, essayant de cacher sa surprise. Ils se rencontraient rarement ces dernières années, maintenant une relation cordiale mais distante, comme deux étrangers, qui partageaient occasionnellement le même espace. Christine ferma la porte derrière elle et resta debout, refusant le siège que François lui offrit d'un geste. « Alors c'est vrai, dit-elle, les yeux fixés sur les documents sur le bureau. Tu as repris les opérations. » François acquiesça, rangeant soigneusement les examens de Mathis dans un dossier. « Oui, j'ai repris. C'est une décision récente. Et cela a quelque chose à voir avec cette femme et le bébé que tu héberges dans notre maison de plage ?» demanda Christine, la voix contrôlée, mais avec une note claire de ressentiment. « Comment ? Sais-tu à propos d'eux ?» François fronça les sourcils, surpris par l'information. Christine fit un sourire sans humour. « Marseille est peut-être la 2e plus grande ville de France, François, mais nos cercles sociaux sont petits. Une jeune mère célibataire.
Accueilli par le renommé docteur Leroy dans sa propriété exclusive, est le genre de commérage qui se répand vite. François se leva, marchant, jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la Méditerranée. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il finalement. Sophie est... Elle est la fille de Jeanne Mercier. » Christine se figea, son visage pâlissant visiblement. « Jeanne? La fille que ton père a eue avec cette infirmière ?»« Exactement, confirma François, ce qui fait de Sophie ma nièce. » Christine se laissa tomber sur la chaise qu'elle avait refusée quelques instants auparavant. « Pourquoi maintenant, François, après toutes ces années à ignorer l'existence de ces personnes, pourquoi as-tu décidé de les amener dans nos vies? C'était le destin, répondit-il simplement. J'ai trouvé Sophie par hasard, dans une situation désespérée. Nous n'avons découvert notre lien de parenté qu'après. Et le bébé? Demanda Christine, sa voix soudainement plus douce. François hésita. Mathis, il a 4 semaines. Et il a été diagnostiqué avec une tétralogie de Fallot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le nom de la condition plana entre eux comme un fantôme du passé qui n'était jamais vraiment parti. Exactement. Comme Lucas, murmura Christine, fermant les yeux comme si elle essayait d'éloigner des souvenirs douloureux. Oui, acquiesça François, je vais l'opérer quand il aura 4 mois. Christine ouvrit les yeux, le fixant avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'est pour ça que tu as repris les opérations, pour sauver ce garçon. En partie, admit François. Mais c'est plus que ça, Sophie et Mathis. Ils m'ont rappelé pourquoi j'étais devenu médecin en premier lieu. Ils m'ont redonné un but. Christine se leva, s'approchant de lui à pas lents. Tu penses que tu peux sauver ce garçon? Et d'une certaine façon, cela compensera ce qui est arrivé à Lucas? Que cela nous libérera de cette limbe dans laquelle nous vivons depuis des années? François ne répondit pas immédiatement, méditant sur la question qui touchait à des blessures profondes. Il ne s'agit pas de compensation, dit-il finalement. Rien ne ramènera Lucas, mais peut-être est-ce une chance de faire la paix avec le passé. Christine l'étudia pendant un long moment, ses yeux bleus cherchant quelque chose sur le visage du mari qui était devenu un étranger. Depuis longtemps. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose à propos de cette femme, Sophie. La façon dont tu parles d'elle. François détourna le regard, incapable de cacher ce qu'il commençait seulement à s'admettre. Elle me... Rappelle-toi, confessa-t-il. Comment tu étais avant, forte, déterminée, pleine de vie. La déclaration frappa Christine comme un coup physique. Ses yeux s'embuèrent, non de tristesse, mais d'une compréhension douloureuse. Tu tombes amoureux d'elle. Ce n'était pas une question, mais une constatation. François ne confirma ni ne nia son silence plus révélateur que n'importe quelle réponse. « François, elle est ta nièce », rappela Christine, une pointe d'incrédulité dans sa voix. « Par des liens de sang que nous avons découverts il y a 2 semaines », rétorqua-t-il. « Nous avons vécu nos vies comme des étrangers. Et ce n'est pas comme si j'avais choisi cela, Christine. C'est simplement arrivé. » Christine s'éloigna, se recomposant visiblement. « Je suis venu ici pour te dire que je déménage définitivement. À Paris, j'ai accepté l'offre de la galerie d'art qui me courtisait depuis des mois. » François acquiesça, une partie de lui soulagée par le changement de sujet, une autre partie ressentant le poids de ce que représentait la fin définitive d'une époque. « J'espère que tu trouveras le bonheur là-bas, » dit-il sincèrement. « Et j'espère que tu ne commets pas une erreur dont tu te repentiras, » répondit-elle, se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, cependant, elle se retourna une dernière fois. « Le divorce est la meilleure solution pour nous deux, François. Mon avocat contactera le tien. » Quand la porte se referma derrière Christine, François resta immobile, absorbant l'impact de cette conversation. Sa vie, qui semblait finalement se remettre sur les rails, devenait à nouveau complexe. Ses sentiments pour Sophie, qu'il avait tenté de réprimer, avaient été exposés, amenant avec eux un tourbillon de questions éthiques et émotionnelles. À Cassis, Sophie saluait Émilie quand son téléphone portable sonna. Le nom de Madame. Jeanne, sa mère, clignotait sur l'écran faisant accélérer son cœur. Depuis le jour où elle avait été mise à la porte, elle n'avait pas échangé un seul mot. « Allô » répondit-elle avec hésitation. « Sophie », la voix de Madame Jeanne sonnait étrangement contenue. « Nous devons parler. C'est à propos de ta grand-mère Claire. » Sophie sentit un frisson.
Qu'est-ce qu'elle a? Pas au téléphone, répondit. Madame Jeanne, viens me voir demain. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui sont dans ce journal qu'elle t'a laissé. Comment sais-tu pour le journal? Demanda Sophie, surprise. Parce que j'en ai un aussi, révéla Madame Jeanne avant de raccrocher. Sophie resta à regarder le téléphone, perplexe. Sa mère, qui avait toujours semblé si simple et directe, gardait des secrets qui apparemment se connectaient à ceux de sa grand-mère et par conséquent à la famille Leroy. Ce soir-là, quand François revint de l'hôpital, il trouva Sophie sur la terrasse, contemplant la mer sous le clair de lune. Il s'approcha prudemment, traitant encore sa conversation avec Christine et le tourbillon d'émotions qu'elle avait éveillé. « Mathis dort déjà ?» demanda-t-il, s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « Oui, depuis 1 heure, » répondit Sophie, se tournant vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment s'est passée votre journée ?» François hésita, décidant de ne pas mentionner la rencontre avec Christine. « Intense. Beaucoup d'opérations prévues pour les prochaines semaines. Et la vôtre ?»« J'ai reçu un appel de ma mère, » raconta Sophie, surprenant François. « Elle veut me voir demain. Elle dit qu'elle a un autre journal, comme celui de ma grand-mère, et qu'il y a des choses que je dois savoir. » François fronça les sourcils. « Voulez-vous que je vienne avec vous ?»« Je ne sais pas si ce serait une bonne idée, » considéra Sophie. « Ma mère pourrait mal réagir si j'apparais accompagné, surtout par un Leroy. » François acquiesça, comprenant. Le silence qui suivit était chargé de mots non dits, de questions non formulées, de sentiments non exprimés. « Sophie, » commença-t-il. Finalement, rassemblant son courage, « Il y a quelque chose dont nous devons discuter, à propos de nous. » Elle se tourna vers lui, le cœur accélérant inexplicablement. « Quoi à propos de nous ?» François chercha les mots justes, conscient du terrain délicat sur lequel il s'aventurait. Ces dernières 6 semaines, depuis que nous avons découvert notre lien de parenté, j'ai beaucoup réfléchi à ce que cela signifie. Aux limites qui doivent exister entre nous. Sophie sentit son visage chauffer, soudainement consciente de la direction de la conversation. « François, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, » interrompit-il gentiment. « Techniquement, nous sommes oncle et nièce, mais nous avons grandi comme des étrangers, sans aucune connexion familiale. Nous nous sommes rencontrés comme 2 personnes dans des circonstances extraordinaires, et le lien que nous avons formé est compliqué à définir. » Sophie l'observa attentivement, remarquant la bataille intérieure reflétée dans ses yeux. « Vous essayez de dire que vous ressentez quelque chose pour moi, » affirma-t-elle doucement. François acquiesça, soulagé et appréhensif en même temps. « Oui, et je ne sais pas quoi faire avec cela. C'est éthiquement compliqué, socialement. Discutable, et pourtant... » « Je ne peux pas nier que je ressens aussi quelque chose, » admit Sophie, les surprenant tous deux par son honnêteté. « Mais il y a Mathis, sa condition médicale, notre parenté, votre épouse. Christine et moi allons divorcer, » révéla François. « Elle déménage à Paris. En fait, notre mariage s'est terminé il y a longtemps. Nous ne l'avions simplement pas officialisé. La nouvelle plana entre eux, chargée de possibilités et de complications. » Sophie se leva, marchant jusqu'à la balustrade de la terrasse, sentant la brise marine sur son visage. « Demain, je vais voir ma mère, » dit-elle finalement. « Découvrir quels autres secrets notre famille cache. Après cela, nous pourrons parler, de nous, de ce que cela peut signifier. » François se leva aussi, maintenant une distance respectueuse. « C'est juste, nous avons le temps. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'était que les secrets gardés dans le journal de Madame Jeanne changeraient complètement le cours de cette histoire, révélant des connexions entre les familles Mercier et Leroy bien plus profondes, et surprenantes que quiconque pouvait imaginer. La maison de Madame Jeanne restait exactement comme Sophie s'en souvenait, la petite construction de 2 étages dans le quartier du Vieux-Port, avec ses murs d'un jaune délavé et le jardin méticuleusement entretenu. Portant Mathis dans ses bras, Sophie hésita un moment avant de frapper à la porte, le cœur accéléré par l'anxiété des retrouvailles. Ce fut Jeanne elle-même qui répondit, son visage vieilli marqué par une expression que Sophie ne parvint pas à déchiffrer, un mélange de soulagement, de regret et de détermination. « Tu es venu, » dit la dame, son regard se fixant immédiatement sur le bébé. « C'est mon petit-fils ?»« Oui, » répondit Sophie, surprise par le ton presque affectueux dans la voix de sa mère. « C'est Mathis. » Madame Jeanne s'écarta pour laisser le passage, les invitant à entrer d'un geste.
L'intérieur de la maison était impeccablement propre. Comme toujours, mais Sophie remarqua une différence subtile. Les nombreuses images de saints qui décoraient autrefois les murs avaient été retirées, donnant à l'espace un aspect plus dépouillé. « J'ai préparé un thé », informa Jeanne, les conduisant vers le petit salon. Sur la table basse, un plateau avec 2 tasses, une théière fumante et une boîte en bois sculptée que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Elles s'assirent dans un silence gêné. Sophie installa Mathis sur ses genoux, tandis que Jeanne servait le thé d'une main légèrement tremblante. « Tu es bien installée ?» demanda finalement Jeanne, brisant le silence. « J'ai appris que tu vis avec un le roi. » Sophie acquiesça, étudiant sa mère avec prudence. « François m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Il est médecin, il s'occupe de Mathis, qui est né avec une condition cardiaque. » L'information sembla frapper Madame Jeanne comme un coup physique. Elle pâlit, posant la tasse avec force sur la soucoupe. « Condition cardiaque » répéta-t-elle. « Quel type ?»« Tétralogie de Fallot » expliqua Sophie. « François est spécialiste. Dans ce domaine, il va l'opérer quand il aura 4 mois. » Jeanne porta la main à sa poitrine, murmurant quelque chose d'inaudible. Puis, avec une détermination soudaine, elle saisit la boîte en bois sur la table. « C'est pour ça que nous devons parler, » dit-elle, ouvrant la boîte et en retirant un journal très semblable à celui de Madame Claire, mais d'apparence plus récente. « Il y a des choses sur notre famille que tu dois savoir, des choses qui peuvent affecter Mathis et cette relation que tu développes avec François le roi. » Le ton énigmatique de sa mère éveilla la curiosité de Sophie. « Quel genre de choses ?»« D'abord, je dois te demander pardon, » dit Jeanne, surprenant sa fille, « pour la façon dont je t'ai traité, pour la manière dont j'ai réagi à ta grossesse. Je revivais mon propre passé, mes propres erreurs, mais je ne les réalisais qu'après ton départ. » Sophie resta silencieuse, traitant cette demande inattendue d'excuses. « Quand tu es parti, j'ai trouvé ce journal parmi les affaires de ta grand-mère, » continua Jeanne, caressant la couverture de cuir. « Ma mère l'a écrit pour moi tout comme elle a écrit le tien pour toi. Il devait être remis seulement après sa mort, mais je l'ai trouvé avant. Et ce que j'y ai découvert a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. » Jeanne ouvrit le journal, feuilletant jusqu'à une page spécifique. « Ta grand-mère Claire n'a pas dit toute la vérité dans le journal qu'elle t'a laissé, ou plutôt, elle a omis des parties cruciales de l'histoire. »« Comme quoi ?» demanda Sophie, l'anxiété grandissant. « Comme le fait qu'Auguste le roi n'était pas seulement une aventure dans sa vie, » révéla Jeanne. « Ils s'aimaient profondément. Ils prévoyaient de rester ensemble, jusqu'à ce que son épouse Élisabeth découvre la grossesse. » Sophie ajusta Mathis dans ses bras, absorbant chaque mot. L'histoire qui commençait à se révéler était bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Élisabeth a menacé de détruire la carrière de ma mère, l'empêcher de travailler dans n'importe quel hôpital de Provence, continua Jeanne. Non seulement cela, elle a menacé de nuire à Auguste lui-même, exposant d'autres scandales de la famille Leroy qui pourraient les ruiner. Ma mère, pour protéger Auguste et l'avenir du fils qu'il avait déjà, François, a décidé de s'éloigner. « Alors mon grand-père n'a pas abandonné ta grand-mère » demanda Sophie, repensant l'histoire familiale. « Non, » confirma Jeanne. « C'est elle qui a choisi de partir, bien que ce fût un choix forcé par les circonstances. Auguste n'a jamais su que ma mère l'avait quitté pour le protéger. Il a cru qu'elle avait accepté l'argent par intérêt, et cela a créé une amertume qui l'a accompagné le reste de sa vie. » Sophie essayait d'organiser mentalement cette nouvelle version de l'histoire familiale. « Et comment as-tu découvert tout cela? Pourquoi ta mère a décidé de raconter maintenant ?» Jeanne hésita, le regard baissé, fixé sur le journal. « Parce qu'il y a plus, Sophie, beaucoup plus. » Elle tourna quelques pages, arrivant à un passage apparemment douloureux. « À 17 ans, je suis tombée enceinte. Le père était un jeune médecin résident qui travaillait avec Auguste le roi. Il était brillant, charismatique et marié, exactement comme ton père, Pierre. » « Pierre n'était pas marié, » corrigea Sophie automatiquement. Un sourire triste se forma sur les lèvres de Jeanne. « Pierre n'est pas ton père, Sophie. » La déclaration tomba comme une bombe. Sophie sentit l'air manquer dans ses poumons. « Quoi? Comment ça? Ton véritable père s'appelle Henri Vaillant, » révéla Jeanne. « Il était mon professeur à l'école d'infirmière. Nous avons eu une aventure brève mais intense.
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il avait déjà accepté un poste dans un hôpital à l'étranger. J'ai décidé de ne pas lui dire, déterminé à t'élever seule. Sophie sentit le monde tourner. Toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Par honte, par peur, par conviction que c'était mieux ainsi. Admis. Jeanne, et parce que d'une certaine façon je répétais l'histoire de ma mère. Comme elle, je suis tombée enceinte d'un médecin brillant mais inaccessible. Contrairement à elle, je n'ai même pas donné la chance à celui-ci de choisir, de rester ou partir. Sophie tentait d'assimiler les révélations quand quelque chose la frappa. Attends, si Pierre n'est pas mon père, alors... François n'est pas ton oncle, compléta Jeanne. Il n'y a aucun lien de sang entre vous. La déclaration plana dans la pièce comme une vérité libératrice et en même temps troublante. Sophie se rappela la conversation sur la terrasse, la nuit précédente, les sentiments confus que tous deux avaient admis. « Il y a encore une chose que tu dois savoir », continua Jeanne hésitante. « À propos de la condition de Matisse. » Sophie reporta son attention sur sa mère, soudainement alarmée. « Quoi donc? La tétralogie de Fallot a une composante génétique dans de nombreux cas, » expliqua Jeanne. « Et il y a un modèle dans notre famille que j'ai découvert seulement en lisant le journal de ma mère. Auguste Leroy avait un frère né avec cette condition qui n'a pas survécu dans les années 1940. Et Henri Vaillant, ton père biologique, est aussi né avec un défaut cardiaque congénital bien que plus léger. Tu es en train de dire que Matisse a hérité cela de ma famille, demanda Sophie, la culpabilité pesant dans sa poitrine. Je dis que ce n'est la faute de personne, corrigea Jeanne, surprenant sa fille par sa gentillesse. C'est simplement une prédisposition génétique qui existe dans notre lignée. Et savoir cela peut être important pour le traitement de Matisse. Sophie acquiesça, berçant le bébé endormi. « Pourquoi as-tu décidé de me raconter tout cela maintenant? Après m'avoir mise à la porte, après tout ce que tu as dit ?» Jeanne soupira profondément. « Parce que quand tu es sortie par cette porte, quelque chose en moi s'est effondré. J'ai réalisé que je répétais avec toi le même cycle de secrets et de ressentiments qui a marqué ma relation avec ma mère. Et puis j'ai trouvé le journal. » Elle fit une pause, essuyant une larme furtive. « Que j'ai découvert que ma mère a passé toute sa vie à regretter de ne pas avoir lutté pour son amour, d'avoir permis que les conventions sociales et les menaces déterminent son destin. Son dernier souhait, écrit dans ces pages, était que je ne commette pas la même erreur, et pourtant j'ai presque détruit ta vie et celle de mon petit-fils par orgueil et peur de ce que les autres diraient. » Les paroles touchèrent Sophie profondément. Pour la première fois, elle voyait sa mère non comme la figure autoritaire et inflexible qu'elle connaissait, mais comme une femme façonnée par ses propres douleurs et secrets. « Peux-tu me pardonner ?» demanda Jeanne, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Sophie ne répondit pas immédiatement. Le pardon ne viendrait pas facilement ni rapidement, mais le premier pas avait été fait. « Construisons une nouvelle relation », offrit-elle finalement. « Pour Matisse, il mérite de connaître sa grand-mère. » Jeanne acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage vieilli. Avec précaution, elle tendit les bras. « Puis-je le tenir ?» Sophie transféra le bébé endormi dans les bras de sa grand-mère, observant comment le visage de Jeanne se transformait en contemplant son petit-fils. C'était comme si des années d'amertume se dissolvaient dans ce simple acte de tenir une nouvelle vie. « Il a les yeux de son père », commenta Jeanne, « les mêmes yeux qu'Henri. Je dois le trouver, décida Sophie soudainement. Mon père biologique, il a le droit de savoir à propos de Matisse, de la condition cardiaque qu'il a, peut-être transmise. » Jeanne acquiesça. « Il est en France. Il est revenu il y a quelques années, après une carrière réussie aux États-Unis. Il est directeur de l'Institut de cardiologie de Lyon maintenant. »« Un cardiologue ?» demanda Sophie, incrédule face à la coïncidence. « L'un des meilleurs du pays, confirma Jeanne, spécialiste en cardiopathie congénitale. » Sophie n'arrivait pas à croire à l'ironie du destin. Son père biologique, qu'elle n'avait jamais connu, était un spécialiste, exactement dans la condition qui affectait son fils. « Y a-t-il autre chose que tu devrais me dire ?» demanda-t-elle, sentant que cet après-midi de révélation pourrait encore réserver d'autres surprises. Jeanne hésita, rendant Matisse au bras de sa mère. « François Leroy, commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots.
Il connaît Henri. En fait, ils ont travaillé ensemble pendant un temps, avant que François n'abandonne la médecine. L'information tomba comme une pièce supplémentaire d'un puzzle complexe qui commençait à former une image. Ils étaient amis? Plus que cela, révéla Jeanne. Henri a été le mentor de François. Et quand le fils de François est tombé, malade avec la même condition que Mathis, c'est Henri qui a réalisé l'opération. Sophie ferma les yeux, essayant de traiter la toile de connexion qui unissait ces vies apparemment séparées. Alors François connaît mon père biologique, qui a opéré son fils, qui souffrait de la même condition que Mathis. Le monde est plus petit que nous l'imaginons, observa Jeanne. Spécialement pour des familles dont les histoires se sont entrelacées pendant des générations. En quittant la maison de sa mère cet après-midi-là, Sophie portait non seulement Mathis dans ses bras, mais aussi le poids des révélations qui transformaient complètement sa compréhension d'elle-même et de sa famille. Tandis que le taxi traversait les rues de Marseille en direction de Cassis, elle imaginait comment elle raconterait tout cela à François, particulièrement la partie concernant l'absence de parenté entre eux. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que François affrontait ses propres dilemmes à ce moment exact. À l'hôpital, il venait de recevoir un appel qui l'avait profondément troublé. Henri Vaillant, son ancien mentor, était en route pour Marseille après avoir reçu une demande de second avis sur un cas de tétralogie de Fallot chez un nouveau-né, cas pour lequel François avait délibérément omis le nom de famille de la mère dans la documentation envoyée. L'aéroport Marseille-Provence était particulièrement animé cet après-midi de samedi. François attendait dans la zone d'arrivée, consultant sa montre à plusieurs reprises, partagé entre l'anxiété professionnelle de recevoir l'un des cardiologues pédiatriques les plus renommés du pays et l'appréhension personnelle de retrouver l'homme qui avait été son mentor et qui, sans le savoir, était le père biologique de Sophie. Quand Henri Vaillant émergea par la porte d'arrivée, François reconnut immédiatement l'aéroport Marseille-Provence était particulièrement animé cet après-midi de samedi. François attendait dans la zone d'arrivée, consultant sa montre à plusieurs reprises, partagé entre l'anxiété professionnelle de recevoir l'un des cardiologues pédiatriques les plus renommés du pays et l'appréhension personnelle de retrouver l'homme qui avait été son mentor et qui, sans le savoir, était le père biologique de Sophie. Quand Henri Vaillant émergea par la porte d'arrivée, François reconnut immédiatement sa silhouette imposante. À 58 ans, le médecin conservait la posture élégante et la démarche confiante qui l'avait toujours caractérisé. Ses cheveux, autrefois noirs comme ceux de Sophie, arborèrent maintenant des fils argentés aux tempes, lui conférant un air encore plus distingué. « François !» s'exclama Henri en l'apercevant, ouvrant un sourire sincère. « Quel temps, mon ami !» Les hommes s'embrassèrent avec la familiarité de ceux qui ont partagé des années importantes de formation professionnelle et des moments personnels décisifs. « Merci d'être venu si rapidement, » dit François, prenant la mallette d'Henri. Un cas de tétralogie de Fallot chez un nouveau-né, adressé par François Leroy lui-même, qui est miraculeusement revenu à la médecine après 5 ans. « Comment aurais-je pu refuser ?» répondit Henri, tandis qu'ils marchaient vers le parking. « De plus, j'étais curieux de comprendre pourquoi tu as omis tant de détails dans le dossier que tu m'as envoyé. » François maintint une expression neutre, conscient qu'il était sur le point de déclencher une série de révélations qui changeraient à jamais la vie de tous les concernés. Il y a des complications au-delà des aspects médicaux dans ce cas, admit-il, ouvrant la portière de la voiture pour son collègue. Allons d'abord à l'hôpital pour que tu puisses examiner les résultats les plus récents. Après cela, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Durant le trajet jusqu'à l'hôpital de la Timone, François maintint la conversation sur le terrain professionnel, discutant des détails du cas de Mathis et des dernières innovations en matière de procédures chirurgicales pour les cardiopathies congénitales. Il évita délibérément de mentionner Sophie, ou toute connexion personnelle avec le cas. À l'hôpital, la réception d'Henri fut chaleureuse. Sa réputation le précédait et des médecins de divers départements apparurent pour le saluer. Pendant près de 2 heures, Henri et François révisèrent méticuleusement chaque examen de Mathis, discutant des options de traitement et des approches chirurgicales. « Tu avais raison dans ton diagnostic initial », conclut Henri, observant le dernier échocardiogramme. « C'est un cas classique de tétralogie, bien qu'avec certaines particularités intéressantes dans l'anatomie ventriculaire.
Je recommande la correction complète en une seule procédure, dès que le bébé atteindra le poids adéquat. François acquiesça, ressentant un mélange de soulagement professionnel et d'appréhension personnelle. En fait, je prévoyais de réaliser l'opération moi-même avec toi comme consultant, si tu es d'accord. Henri haussa les sourcils, surpris. Toi, opérant à nouveau? Je pensais que tu avais abandonné la chirurgie. Définitivement, après ce qui est arrivé avec... Les choses ont changé, interrompit François doucement. Ce cas en particulier est spécial pour moi. Henri étudia son ami avec curiosité. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, François. Je connais ce regard depuis que tu étais mon résident. François respira profondément, se préparant au moment qu'il avait repoussé toute la journée. La mère du bébé, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Elle a un lien avec toi, Henri. Un lien qu'elle-même ignorait jusqu'à récemment. L'expression d'Henri se transforma en confusion. Que veux-tu dire? Je la connais. Non, répondit François. Mais tu devrais la connaître. Elle s'appelle Sophie Mercier. C'est la fille de Jeanne Mercier, une infirmière avec qui tu as eu une relation il y a environ 24 ans, quand tu étais professeur à l'école d'infirmières ici à Marseille. L'impact de la révélation fut visible sur le visage d'Henri. Il pâlit, s'appuyant sur la table pour garder l'équilibre. « Jeanne !» murmura-t-il, le nom éveillant clairement des souvenirs puissants. « Elle a eu une fille de moi ?» François acquiesça, observant attentivement la réaction de son mentor. « Sophie a découvert récemment que tu es son père biologique. Jeanne ne le lui a jamais dit, ni à toi apparemment. » Henri passa la main dans ses cheveux, visiblement bouleversé. « Mon Dieu, j'ai une fille, et maintenant un petit-fils, avec une tétralogie de Fallot ?»« Oui, » confirma François, « la même condition que tu avais quand tu étais enfant, selon ce que Sophie m'a raconté aujourd'hui. » Henri regarda François, avec surprise. « Comment sait-elle cela? Jeanne ne pouvait pas connaître ma condition cardiaque d'enfance. Apparemment, beaucoup de secrets remontent à la surface ces derniers jours, » répondit François. « Sophie est hébergée dans ma maison à Cassis depuis la naissance de Mathis. Je l'ai trouvée par hasard, dans une situation désespérée. »« Et tu savais qu'elle était ma fille quand tu l'as accueillie ?» questionna Henri, encore en train de traiter les révélations. « Non, » assura François. « Initialement, je pensais qu'elle était ma nièce, fille d'une liaison extra-conjugale de mon père. Nous n'avons découvert la vérité qu'aujourd'hui. » Henri s'assit, essayant d'organiser ses pensées. « Je dois la rencontrer, » décida-t-il finalement. « Et le bébé, mon petit-fils. » Le dernier mot sortit chargé d'émotion, comme si seulement... À ce moment, la réalité de cette nouvelle condition commençait à se matérialiser. « Elle nous attend, » informa François. « En fait, elle vient de m'envoyer un message. Elle est impatiente de te rencontrer. » Durant le trajet jusqu'à Cassis, Henri resta silencieux, perdu dans ses pensées. François respecta ce moment d'introspection, conscient du tourbillon émotionnel que son ami devait affronter. En arrivant à la propriété, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons orange et rouge qui se reflétaient dans la mer calme de cette partie du littoral méditerranéen. Sophie attendait sur la terrasse de la maison principale, non plus dans la maison d'hôte. Elle avait échangé la robe simple qu'elle portait pour visiter sa mère contre une jupe longue à motifs et un chemisier blanc qui mettait en valeur son teint de peau. Mathis dormait tranquillement dans le berceau portable à ses côtés. Cantine. François et Henri sortirent de la voiture. Elle se leva, le cœur accéléré. Même à distance, la ressemblance entre père et fille était indéniable. Les mêmes yeux expressifs, la même forme de visage, la même posture naturellement élégante. Henri s'arrêta un instant en la voyant, comme s'il avait besoin de ce moment pour absorber la réalité de la fille qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Puis, d'un pas hésitant, il s'approcha de la terrasse. « Sophie », dit-il simplement, la voix étranglée par l'émotion. « Docteur Vaillant », répondit-elle formellement, encore incertaine sur la façon d'aborder cet homme qui était son père biologique, mais un parfait étranger. « Henri, je vous en prie, corrigea-t-il doucement, ou ce avec quoi vous vous sentez à l'aise de m'appeler. » Un silence chargé de possibilités plana entre eux. François, percevant l'intensité du moment, s'éloigna discrètement, murmurant quelque chose à propos de préparer un café. « Je peux » demanda Henri, indiquant le berceau où Mathis dormait.
Sophie acquiesça, l'accompagnant jusqu'au bébé. Henri se pencha, observant les traits délicats de son petit-fils avec des yeux embués. « Il a les yeux de ma mère », commenta-t-il, doucement. « Les mêmes yeux que vous avez hérités. » Sophie ressentit une étrange émotion en entendant cette observation, un lien tangible avec une lignée familiale qu'elle n'avait jamais connue. « François m'a parlé de sa condition, » continua Henri. « Tétralogie de Fallot. Je suis né avec la même condition, bien que plus légère. C'est pour cela que je suis devenu cardiologue, pour aider des enfants comme je l'ai été. » Ma mère a mentionné cela aujourd'hui, dit Sophie. Il semble qu'il y ait un modèle génétique dans notre famille. Henri acquiesça, s'éloignant du berceau pour faire face à sa fille. Sophie, je ne sais pas par où commencer. Il y a tant de questions, tant de choses que j'aimerais dire. J'ai aussi beaucoup de questions, admit-elle. J'ai grandi en croyant une version complètement différente de mon histoire. Découvrir la vérité maintenant, après tant de temps. Votre mère ne m'a jamais parlé de vous, affirma Henri avec regret. Quand notre relation s'est terminée, elle a simplement disparu. J'ai essayé de la retrouver pendant un moment, mais j'ai fini par aller de l'avant, acceptant le poste aux États-Unis qui m'avait été offert. Elle a dit qu'elle ne voulait pas entraver votre carrière, expliqua Sophie. Elle a pensé qu'il valait mieux m'élever seule que de vous imposer cette responsabilité. Henri secoua la tête, clairement perturbé. Ce n'était pas son droit de prendre cette décision unilatéralement. J'avais le droit de savoir, de choisir, de faire partie de votre vie. Et maintenant, demanda Sophie, la vulnérabilité évidente dans sa voix, que se passe-t-il maintenant? Henri la regarda avec une intensité qui transmettait des décennies de sentiments non exprimés. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais connaître ma fille et aider à sauver mon petit-fils. La simplicité de cette réponse toucha Sophie profondément. Il n'y avait pas de promesse grandiose ou de déclaration mélodramatique, juste l'expression honnête d'un désir de connexion. François revint avec un plateau contenant café et petits gâteaux, brisant momentanément l'intensité émotionnelle du moment. Les trois s'assirent sur la terrasse, observant le ciel qui s'assombrissait graduellement, ponctué par les premières étoiles. « François m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés », commenta Henri, après un moment de silence confortable. « Il semble que le destin ait des façons curieuses de réunir les personnes. » Sophie et François échangèrent un regard chargé de signification qui n'échappa pas à Henri. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demanda le médecin plus âgé, observant attentivement l'interaction entre les deux. François hésita, mais ce fut Sophie qui répondit « Nous essayons de comprendre ce qui existe entre nous. C'est compliqué. » « À cause de la parenté ?»« Que vous croyez exister ?» conclut Henri, comprenant la situation. « Oui, confirma François. Quand nous pensions être oncle et nièce, nous avons tenté de réprimer tout sentiment au-delà du familial. Maintenant, vous êtes libre d'explorer d'autres possibilités, compléta Henri avec un léger sourire. La vie a de ses ironies. Les pleurs de Mathis interrompirent la conversation. Sophie se leva automatiquement, mais Henri se précipita. « Puis-je » demanda-t-il, une requête silencieuse pour interagir avec son petit-fils. Sophie acquiesça, observant avec émotion contenue comment le père qu'elle venait de rencontrer s'approchait du berceau et prenait Mathis dans ses bras avec la délicatesse experte de quelqu'un qui avait déjà tenu beaucoup de bébés. « Bonjour, petit guerrier » murmura Henri, berçant le bébé qui se calma immédiatement dans ses bras. « Ton cœur a besoin d'une petite réparation, mais nous allons nous en occuper. Ton grand-père te le promet. » À ce moment, sous le ciel étoilé de Cassis, une nouvelle configuration familiale commençait à prendre forme, complexe, imparfaite, née de secrets et de coïncidences, mais profondément humaine dans sa capacité de réinvention et de connexion. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir, cependant, était qu'un dernier secret allait encore émerger. Un secret gardé pendant des décennies et qui connectait les familles Leroy et Vaillant d'une façon que personne ne pouvait imaginer. 3 mois s'écoulèrent depuis les retrouvailles sur la terrasse de la maison de Cassis. Le temps, comme un habile artisan, s'était chargé de polir les arêtes des relations récemment découvertes, transformant des étrangers unis par le sang en une famille non conventionnelle, mais authentiquement connectée. Henri Vaillant avait temporairement transféré son travail à Marseille,
louant une maison proche de celle de François pour être présent durant les préparatifs pour l'opération de Matisse. En quelques jours, il établit une routine de visite quotidienne à son petit-fils, apportant avec lui non seulement ses connaissances médicales, mais aussi des histoires sur ses propres parents et grands-parents, comblant pour Sophie les lacunes d'une histoire familiale qu'elle n'avait jamais connue. Jeanne, après des décennies de rigidité et d'amertume, se révéla être une grand-mère dévouée, visitant régulièrement son petit-fils, offrant à Sophie le soutien maternel qu'elle lui avait toujours refusé. La réconciliation entre mère et fille, encore fragile à certains égards, se renforçait jour après jour à travers des conversations franches et des découvertes mutuelles. François et Sophie, libérés du fantôme de la parenté, s'autorisèrent à explorer les sentiments qu'ils avaient tenté de réprimer, avec la délicatesse de ceux qui construisent quelque chose de précieux et encore incertain. Ils développèrent une relation basée non seulement sur l'attraction mutuelle, mais sur l'admiration et le respect forgé dans les adversités qu'ils avaient affrontées ensemble. Ce dimanche matin, une semaine avant l'opération programmée de Matisse, les quatre, Sophie, François, Henri et Jeanne, se réunirent dans la maison principale pour un brunch préparé par Christine, qui était étonnamment devenue une alliée inattendue après son retour de Paris pour finaliser les détails du divorce. « Je crois que je n'ai jamais vu François aussi heureux », commenta Christine discrètement avec Sophie, tandis qu'elles arrangèrent la table sur la terrasse. « Vous êtes bons l'un pour l'autre. » Sophie sourit, s'habituant encore à l'idée que l'ex-épouse de François puisse soutenir leur relation. « Merci de dire cela. Ça signifie beaucoup venant de vous. » Christine haussa les épaules, un geste élégant qui caractérisait tous ses mouvements. « Nous avons passé des années à nous punir pour quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. La perte de Lucas nous a détruits de différentes façons. François s'est enfermé dans la médecine, puis s'est complètement isolé. Je me suis perdu dans un deuil sans fin. » Elle fit une pause, observant François et Henri qui conversaient avec animation tout en préparant le barbecue. Le voir reprendre non seulement la médecine, mais la capacité de se connecter et d'aimer, c'est libérateur d'une certaine façon. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Jeanne, portant une terrine de bouillabaisse qui emplit l'air d'arômes irrésistibles de safran, fenouil et fruits de mer. « Recette de ma mère », annonça-t-elle, avec une touche de fierté. Claire disait toujours qu'une bonne bouillabaisse pouvait guérir n'importe quelle blessure de l'âme. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère d'intimité et de légèreté qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Matisse, maintenant âgé de presque 4 mois, passait de bras en bras, recevant des câlins de ses grands-parents et provoquant des sourires avec ses récents gazouillis et sourires sans dents. Ce fut après le dessert, tandis qu'il savourait un café spécial qu'Henri avait rapporté de Lyon, que Christine fit une annonce inattendue. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives personnelles d'Auguste que je pense que vous devriez voir, » dit-elle, sortant de son sac une enveloppe jaunie. « J'étais en train d'organiser les derniers documents pour finaliser le transfert de la maison à François dans le cadre de l'accord de divorce, quand j'ai découvert ce compartiment secret dans le bureau. » François fronça les sourcils, intrigué. Son père, Auguste Leroy, avait été un homme de nombreux secrets, comme il l'avait déjà découvert. Que pouvait-il y avoir d'autre de caché dans son héritage? Christine ouvrit l'enveloppe, avec précaution, en retirant quelques photographies anciennes et un document qui semblait être un certificat. « Je pense que cela explique beaucoup de choses », commenta-t-elle, tendant les objets à François. Le silence qui suivit fut assourdissant. François examinait les documents avec une expression qui passait du choc à la compréhension. Finalement, il leva les yeux, les fixant sur Henri. « Tu savais cela ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. Henri parut confus. « Savais quoi ?» François lui tendit les documents. « Mon père, Auguste, et ton père, Robert Vaillant, étaient demi-frères. » Révélation tomba comme une bombe parmi les présents. Henri prit les documents d'une main tremblante, les examinant minutieusement. « Impossible, murmura-t-il, étudiant l'ancien certificat. Mon père n'a jamais mentionné avoir une quelconque relation avec les Leroy. Selon ces documents, il qu'avait le même père, Antoine Leroy, mon grand-père, expliqua François. Apparemment, Antoine a eu une liaison avec la domestique de la famille, Marie Vaillant, qui est tombée enceinte et a été renvoyée.
Le fils de cette relation était ton père, Robert. Sophie observait la scène avec stupéfaction, essayant de traiter ce que cela signifiait. « Alors, vous êtes cousins au second degré ?» demanda-t-elle, regardant tour à tour François et Henri. « Il semblerait, » confirma François, encore abasourdi. « Ce qui fait de toi et moi des cousins au troisième degré, » compléta Henri, secouant la tête avec incrédulité. Une connexion distante, mais une connexion de sang quand même. Jeanne, qui était restée silencieuse jusque-là, laissa échapper un rire étonnamment léger. « Le destin a un sens de l'humour particulier, » commenta-t-elle. « Toutes ces années à croire que nos familles étaient déconnectées, alors qu'en réalité, nous étions tous entrelacés par des liens que nous ignorions. Cela explique le modèle de cardiopathie congénitale dans les deux familles, » observa Henri, le médecin en lui prenant momentanément le dessus. La prédisposition génétique à la tétralogie de Fallot vient probablement de cet ancêtre commun. Sophie se tourna vers François, une inquiétude soudaine dans son regard. « Est-ce que cela change quelque chose entre nous ?» demanda-t-elle doucement, craignant la réponse. François prit ses mains entre les siennes, ses yeux transmettant une certitude inébranlable. « Absolument rien, » assura-t-il. « Une parenté au troisième degré est extrêmement distante. Dans de nombreuses cultures, ce ne serait même pas considéré comme un obstacle pour les relations. De plus, » ajouta Henri avec un sourire rassurant, « du point de vue médical, il n'y a aucune préoccupation génétique pour des relations aussi éloignées. » Christine, qui observait la scène avec intérêt, leva son verre dans un toast improvisé. « Aux familles, » proposa-t-elle, « celles qui nous sont données par le sang, celles que nous choisissons, et celles que le destin insiste à entrelacer de façon qui défie notre compréhension. » Le toast fut accompagné par tous, le moment de tension se dissolvant graduellement dans une acceptation collective de cette nouvelle pièce du puzzle familial. Plus tard, quand Jeanne et Henri étaient déjà partis et que Christine s'était retirée pour finaliser son déménagement, Sophie et François marchaient sur la plage, pieds nus, sentant le sable tiède de la fin d'après-midi entre leurs orteils. Un Matisse dormait tranquillement dans la poussette qu'il poussait côte à côte. « Tu es inquiète pour l'opération ?» demanda François, percevant le silence contemplatif de Sophie. « Un peu, » admit-elle. « Je sais que toi et mon père êtes les meilleurs dans ce que vous faites, mais même ainsi, c'est le cœur de mon fils. » François acquiesça, comprenant parfaitement cette peur. « Je te promets que nous ferons tout ce qui est humainement possible pour qu'il en sorte plus fort. » Sophie sourit, serrant sa main. « Je le sais, c'est incroyable comment en quelques mois ma vie a complètement changé. De sans-abri et désespéré, j'ai membre d'une famille si particulière. » François rit doucement. « Particulière est un euphémisme, mais c'est la nôtre, n'est-ce pas? Cette étrange configuration de personnes unies par des secrets, des coïncidences et par-dessus tout des choix. » Ils s'arrêtèrent de marcher, contemplant l'horizon où le soleil commençait sa descente quotidienne vers la mer. François se tourna vers Sophie, prenant ses mains entre les siennes. « Je sais que c'est tôt, » commença-t-il, la voix légèrement hésitante, « que nous sommes encore en train de découvrir qui nous sommes ensemble. Mais ces mois m'ont montré que ce que je ressens pour toi est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Une connexion qui va au-delà de l'attraction ou du confort. C'est comme si nous nous étions trouvés exactement quand nous en avions besoin, » compléta Sophie, exprimant ce que tous deux ressentaient. François acquiesça, ses yeux reflétant la lumière dorée du coucher de soleil. « Précisément, et cela m'a fait réaliser que je ne veux plus perdre de temps. La vie est trop brève et imprévisible pour que nous reportions ce qui compte vraiment. » Sophie sentit son cœur s'accélérer quand François sortit une petite boîte de sa poche. Ce n'était pas une bague, pas encore, mais un délicat collier avec un pendentif en forme de cœur. « Ce n'est pas une demande en mariage, » clarifia-t-il avec un sourire. « Pas encore. C'est une promesse, que quoi qu'il arrive, nous serons ensemble dans ce voyage, comme compagnons, comme amis, comme une famille pour Matisse. » Sophie accepta le cadeau, les larmes aux yeux, permettant à François de placer la chaîne autour de son cou. Le pendentif reposa sur son cœur, un symbole tangible de l'engagement qu'ils établissaient là, avec la mère comme témoin. « Il y a autre chose, » continua François, après avoir scellé la promesse d'un baiser. « J'ai pensé à utiliser notre expérience pour aider d'autres femmes dans des situations similaires à la tienne.
créer une fondation qui offrirait un soutien médical, psychologique et financier pour les mères célibataires avec des enfants, qui font face à des conditions médicales complexes. L'idée toucha Sophie profondément. « C'est parfait », répondit-elle, imaginant combien d'autres femmes pourraient bénéficier du type de soutien qu'elle avait reçu par une heureuse coïncidence. Du destin. Nous pourrions l'appeler Fondation Matisse. En fait, sourit François, je pensais à Fondation Claire en hommage à ta grand-mère. Après tout, c'est elle qui a commencé tout cela avec son journal, n'est-ce pas? Sophie acquiesça, émue, par la suggestion. Elle adorerait savoir que son journal, ses vérités finalement révélées, ont abouti à tout ceci. Ils reprirent à leur marche, poussant la poussette où Matisse dormait, paisiblement, inconscient des complexités du monde adulte et des revirements du destin qui avaient façonné sa brève existence. Le matin de l'opération, une semaine plus tard, l'hôpital de la Timone fut témoin de quelque chose d'inhabituel. Une salle d'attente remplie de personnes unies par des liens qui défiaient les définitions conventionnelles de la famille. Jeanne tenant fermement la main de Christine, qui avait étonnamment retardé son départ pour Paris pour être présente. Émilie, l'amie fidèle, distribuant café et paroles de réconfort. Et même quelques collègues de François, qui étaient devenus des amis proches de Sophie ces derniers mois. Dans la salle d'opération, père et oncle, ou cousins comme ils l'avaient récemment découvert, travaillaient côte à côte avec la précision de ceux qui maîtrisaient complètement leur art. François et Henri, deux des chirurgiens cardiaques les plus talentueux de leur génération respective, unis non seulement par la médecine, mais par des liens de sang et par l'amour partagé pour cette petite vie sur la table. Des heures plus tard, quand François sortit finalement vers la salle d'attente, avec un sourire épuisé mais triomphant, Sophie sut, avant même qu'il ne parle, que son petit guerrier avait gagné sa première grande bataille. « Il est fort comme sa mère », déclara François, l'embrassant fortement. L'opération a été un succès. Dans ce moment de pure joie et soulagement, entouré de personnes qui, quelques mois auparavant, étaient de parfaits étrangers, Sophie comprit que le véritable miracle n'était pas seulement dans le succès médical de l'opération, mais dans l'extraordinaire capacité humaine à créer des connexions, surmonter les adversités et transformer des histoires d'abandon et de désespoir en récits d'espoir et de recommencement. 6 mois plus tard, la Fondation Claire inaugurait sa première clinique à Marseille, offrant un traitement spécialisé pour les enfants avec des cardiopathies congénitales et un soutien intégral pour leurs familles. Lors de la cérémonie d'ouverture, avec Matisse complètement rétabli dans ses bras, Sophie s'adressa à un public ému. « Il y a 1 an, je me suis retrouvée seule dans les rues de Marseille, enceinte et abandonnée, sans espoir ni direction. Aujourd'hui, je suis ici, entourée d'une famille que le destin a construite de façon mystérieuse et belle. Chacun d'entre vous qui se sent perdu ou désespéré aujourd'hui, sachez que la vie a une façon curieuse de nous surprendre quand nous nous y attendons le moins. Parfois, nos plus grands défis sont simplement des portes vers de nouveaux commencements. Et des étrangers dans la rue peuvent devenir le fondement qui soutiendra notre avenir. » À ses côtés, François souriait, fier de la femme forte en laquelle Sophie s'était transformée. Henri et Jeanne, assis au premier rang, échangèrent des regards complices. 2 amants du passé réunis à nouveau par l'amour pour leur fille et leur petit-fils qu'ils partageaient. Et Matisse, avec son cœur maintenant parfaitement fonctionnel, grâce aux mains habiles de son père et de son grand-père, observait le monde avec la curiosité infinie d'un enfant en bonne santé, complètement inconscient des circonstances extraordinaires qui avaient uni tant de vies autour de la sienne. Ce soir-là, dans la maison au bord de la mer qu'ils partageaient désormais officiellement, Sophie et François portèrent un toast à l'avenir, non avec du champagne, mais avec de l'eau de source fraîche, recueillie des sources qui entouraient la propriété. Au nouveau commencement, proposa François, ses yeux reflétant les étoiles qui ponctuaient le ciel méditerranéen. Et aux étrangers qui deviennent famille, compléta